La France Executive Coaching, c'est un cabinet conseil qui intervient essentiellement sur l'accompagnement RH et en l'occurrence l'accompagnement des managers d'aujourd'hui et de demain. Mais j'aime bien me positionner en tant qu'agitateur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'innovation RH. Et puis, il se trouve que ces accompagnements et ces rencontres qu'on a avec la plupart des managers, et en l'occurrence pour ceux de l'industrie et de l'industrie avancée ou qui progressent vers le 4.0, nous amène à devoir assumer des missions de change management. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et d'où cela vient peut-être, mais en étant agitateur, c'est-à-dire que je vais peut-être partir par l'absurde, je vais peut-être tenir un discours atypique par rapport à tout ce qui est dit, parce qu'on a beaucoup entendu parler d'agilité, d'entreprise libérée, de soft skills, de lean, etc. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ça, bien que on va peut-être voir que l'académique, tout ce qu'on a appris dans nos études, à un moment donné, prend du sens quand on arrive vers le 4.0 et en tous les cas, pour faire émerger effectivement les résultats de l'industrie 4.0. Donc, on peut passer à la slide suivante. On a des slides qui ne sont pas obligatoirement chargés en contenu, mais plutôt en questionnement. La première question, c'est celle qui renvoie sur ce que nous entendons depuis le début, à savoir la vision partagée, ce fameux partage de la vision. Est-ce que finalement, c'est si systématique que ça ? Est-ce que finalement, c'est immédiatement le levier de succès? Bon, pour répondre à cette question-là, moi, je vais revenir sur deux anecdotes en fait que j'ai croisées dans mes expériences. Je suis aussi intervenu en tant que formateur puisque France Executive, c'est avant tout un écosystème de consultants spécialisés et notamment en management du changement. Et moi, je fais beaucoup de formations pour les managers. Et j'ai un moment, dans le cadre de ces formations, animé des formations pour des ingénieurs aéronautiques, aérospatiales. Et puis, j'ai organisé une conférence avec le DRH d'une unité d'un des grands constructeurs aéronautiques français et européens. Et il était prévu qu'il intervienne sur la thématique du 4.0 et ce qu'on appelait, il y a seulement 3 ans, les usines du futur et l'industrie du futur. Et donc, j'avais préparé, on va rester sur la première, j'avais préparé évidemment avec lui cette rencontre-là et lorsqu'il est arrivé, il m'a dit, s'il vous plaît, je vous demande juste une chose, par contre, ne parlons pas du 4.0. Je dis, bon, alors, évidemment, ça remettait en cause tout mon modèle et je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que là, ça me gêne un petit peu, c'était le cœur de votre sujet. Et il me dit, non, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe parce qu'on a engagé, on a digitalisé et on a commencé à transformer l'organisation parce que le 4.0, c'est avant tout une transformation incontournable de vos organisations. Et on a commencé à le faire, sauf que mes ingénieurs, mes managers restent dans leur bureau et je vais rejoindre ce que nous disait Eva tout à l'heure. Le premier cran, c'est celui de la visualisation des données et il me dit en fait, j'observe que mes ingénieurs restent toute leur matinée devant leurs écrans à visualiser les données. Alors certainement, on cherchait à faire des analyses, sauf que pour ce faire, on a aujourd'hui l'intelligence artificielle et nous attendons d'eux qu'ils soient dans les ateliers auprès des compagnons sur la nouvelle dimension de ce qu'on attend des managers, comme nous l'a précisé Eva avec les soft skills, c'est-à-dire ce qu'on appelle le servant leadership, la facilitation, l'accompagnement, la formation des compagnons, des collaborateurs, et puis la réassurance aussi, parce qu'on l'a bien entendu dès le départ, tout ça c'est aussi et avant tout une histoire d'émotion. Donc on attend de nos managers et nos ingénieurs qu'ils accompagnent ça, mais non, ils restent derrière leurs écrans. Et sachez, et voilà, je vais conclure là-dessus, sachez que tous les matins, je dois me rendre dans leur bureau pour leur serrer la main et leur demander d'en sortir. J'ai animé une autre conférence et pour laquelle, sur celle-là, j'étais plutôt intervenant, avec des constructeurs de la mécanique. C'était en région wallonne, avec le Technifutur de Liège, qui justement engageait toute une réflexion sur le 4.0. Il y avait à nouveau les grands constructeurs aéronautiques de Belgique cette fois, et puis il y avait la plupart de leurs équipementiers, de leurs sous-traitants. Et je leur ai posé une question. Êtes-vous prêts? Avez-vous préparé vos collaborateurs à travailler chez des équipementiers qui sont en train de passer en organisation, on va dire entre guillemets libérée, mais en tous les cas en industrie future? Et avez-vous, vous, préparé vos collaborateurs? Ou leur avez-vous simplement expliqué que demain, ils allaient travailler en cobotique, c'est-à-dire la collaboration de robots, et qu'il ne fallait pas s'en faire, puisque de toute manière, ça servirait à enlever les irritants et donc à faciliter leur travail. Et là, je les ai vus baisser la tête dans un premier temps. Et puis après, ben évidemment, j'avais envie de faire agitateur déjà à ce moment-là, et je leur ai dit, eh bien, est-ce que vous serez étonné quand on vous parlera de souffrance au travail, quand on vous parlera de risques psychosociaux, quand on vous parlera de résistance et de frein au changement? Et quand on vous parlera de tout ça,
quand vous vous rendrez compte de ce que ça coûte au bout du compte. Et là, ils ont oscillé la tête. Et j'ai compris que j'avais finalement touché un sujet sensible. C'est bien celui de la vision partagée. Il ne suffit pas de la partager, il ne suffit pas de la transmettre. Pierre-Marie nous a bien expliqué comment on construisait la mise en place du 4.0 avec des briques. Donc, je vais rentrer un petit peu dans ce sujet-là. On peut passer à la slide suivante de ce fait. Voilà, on l'a entendu entre Pierre-Marie et Eva déjà, c'est surtout et avant tout une question de culture. Mais la culture, on a l'habitude de dire, vous le savez, qu'elle ne se change pas parce qu'elle s'appuie sur des ancrages. Elle s'appuie sur des expériences, elle s'appuie sur des histoires, elle s'appuie sur des techniques, elle s'appuie aussi sur, Eva nous l'a rappelé, sur l'histoire des organisations managériales chez nous. Et donc, est-ce que vos talents dans vos entreprises sont prêts au 4.0 ? C'est certainement celle-ci, la première question. Est-ce que dans la mise en place de l'évolution de l'organisation autour du 4.0, on a réfléchi à un audit culturel pour démarrer? Cette photo-là, elle est très éloquente. Hein, pour ceux qui sont dans le giron du management et des RH, c'est Harper Reed. Ça a été le Chief Digital Officer de l'administration Obama. Il a mené la première campagne d'Obama et puis ensuite il était employé à la Maison-Blanche, sauf que sur son CV, c'est cette photo-là qu'il y avait. C'est aussi presque la même photo, on la retrouvera tout à l'heure, qu'on a sur son profil LinkedIn. Lui, il est peut-être un geek. Lui, il a peut-être une culture. Je ne suis pas sûr que tous les collaborateurs aujourd'hui des entreprises 4.0 ressemblent à ce monsieur-là et son état d'esprit, et son parcours, et sa vision des choses. Donc, ce qui veut dire que le 4.0 nécessite quand même qu'on accompagne nos collaborateurs pour leur faire changer leur angle de vue. Alors, pas obligatoirement pour se transformer, ce ne sera pas si facile et c'est peut-être pas aussi naturel que ça. Mais en tous les cas, on va là pouvoir parler de talent. Est-ce qu'on a préparé les talents? Est-ce qu'on les a préparés en amont? On peut aller sur la slide suivante pour essayer de continuer, pour rester sur ces questions ensemble. Quand on regarde, puisque on est dans une soirée autour des chiffres, alors, quand on regarde effectivement ce qui est mesurable, moi, je ne sais pas bien ce qui est mesurable en termes de gains parce que je n'interviens pas sur les aspects techniques, comme nous l'a expliqué Pierre-Marie. Par contre, je sais ce qui est mesurable en termes de contre-production. Et quand on va chercher aujourd'hui ce qu'est l'analyse des statistiques autour de la digitalisation, la transformation numérique et l'industrialisation 4.0, on observe les choses suivantes, c'est que 56% des collaborateurs estiment qu'ils n'ont pas les compétences requises. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment d'être prêts. On observe que 33% des collaborateurs déplorent une inadaptation des réseaux et 27% dénoncent des outils ou des applications trop nombreux ou inadaptés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris comment les utiliser, ou ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail en tous les cas qui a été mené avec eux pour les associer, pour construire les décisions. On a bien compris que les décisions étaient une histoire d'émotions et plus que jamais les émotions interviennent dans le basculement des transformations en 4.0. On a entendu parler d'intelligence émotionnelle, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le prémisse. Bien sûr que les émotions permettent de prendre des décisions, mais les émotions sont celles aussi qui interviennent pour bloquer les décisions. C'est-à-dire que c'est les émotions qui apparaissent dans les résistances au changement et les freins au changement. La première émotion, c'est celle de la peur. Et elle se transforme dans le discours en disant on n'était pas prêt, en disant l'outil n'est pas adapté. Et en contrepartie, puisqu'il faut aller dans les chiffres, eh bien, 66% des dirigeants qui ont vécu des difficultés dans la mise en place de la transformation de leur organisation disent le coût subi retarde le processus de transformation parce qu'il vient impacter nos investissements. J'ai entendu l'investissement sur une PME ETI avec Pierre-Marie de 3,5 millions d'euros. Le coût moyen direct de finalement la contre-production sur la mise en place du 4.0, il est estimé par l'IFS, qui est quand même pas un cabinet d'audit de la moyenne, il est estimé en moyenne à 555 000 euros. Voilà, ça veut dire que ça plombe l'investissement d'un quart. Et donc, c'est ça la difficulté aujourd'hui, il me semble aussi à appréhender, de mettre en place l'industrialisation 4.0, c'est de la mettre en place avec tout un processus et un processus qui s'attache, alors excusez-moi, c'est mon cœur de métier, mais qui s'attache à l'humain. Et le 4.0, c'est bien dans sa définition. On n'est plus dans le 2.0, c'est pas l'arrivée des réseaux, on n'est pas dans le 3.0, c'est pas l'organisation des réseaux, on est dans le 4.0, c'est l'organisation des intelligences. Alors, effectivement, on a l'intelligence artificielle qui sait faire beaucoup de choses. Effectivement, on a les ingénieurs en face qui, eux, ont une culture extrêmement technique.
Et lorsqu'on leur dit, messieurs, il va falloir sortir de vos bureaux, ce qu'a fait Airbus à un moment, hein, sans les citer, en disant, dans un projet de réorganisation, la R&D et les directeurs et ingénieurs de production vont maintenant descendre dans les ateliers. Ce qu'a fait Tesla aussi, dans son nouveau modèle. Les ingénieurs vont répondre, monsieur, pourquoi je descendrai avec les compagnons? Moi, je suis ingénieur. Et cette dimension-là, c'est une dimension qui est extrêmement importante à prendre en compte. Je sais bien que nous sommes avant tout dans des industries et des entreprises techniques, donc qui sont faites de personnes qui ont cette culture technique, et elle n'est pas à bannir, évidemment, mais elle est accompagnée pour faire évoluer. Donc, on va aller sur la slide suivante, parce qu'effectivement, les dégâts peuvent être assez considérables. Et ceci est d'autant observable que même les générations actuelles, les générations des millennials, le confirment. On voit que 47% d'entre eux disent ben non, la transformation, elle n'a pas été bien accompagnée dans mon entreprise. Bon, donc on sait tout de suite là ce que ça coûte. Ça veut dire qu'on a un risque qu'un sur deux se mettent en résistance ou en frein. On a un risque qu'un sur deux disent non, l'outil n'est pas adapté. On a un risque qu'un sur deux ne soit pas celui qui va accompagner parce qu'ils sont quand même là, on le voit principalement les leaders dans vos entreprises. Ils sont ceux qui sont en charge de faire mettre en place, de faire en sorte que cette condition de succès, qui est la condition humaine, et avec la porte qu'a ouvert Eva en disant seulement 9% s'attachent aux relations humaines, ben oui, mais la composante humaine, elle est aussi importante que la composante technique dans les entreprises. Et on voit encore une fois que c'est encore plus vrai chez les managers. Bon, bref, on va passer les statistiques. On va essayer de regarder du coup qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous en parle comme ça? Et puis comme il me reste que quelques minutes, je vais conclure assez rapidement. On va passer du coup sur la slide suivante en se disant, bah oui, on est avant tout sur une histoire de comportement, on est avant tout sur une histoire d'émotion, on est avant tout sur une histoire de culture. Et donc, si on veut effectivement qu'on ne s'inscrive pas dans les 70% d'échecs qui sont liés à un manque d'accompagnement, il faut effectivement créer des leviers, il faut effectivement mettre en place tout un processus de, comme on l'a connu aussi, je me souviens, j'étais en industrie, en RH, quand on mettait en place les ERP, tout un processus d'accompagnement qui ne soit pas que technique, qui soit très préparatif, et ça porte un nom, ça s'appelle le change management, et on voit bien que, en tous les cas, c'est ce que nous disent les statistiques, mais encore une fois, je me réfère au cabinet que j'ai cité précédemment et qui sont dans nos sources sur les slides précédentes. Un ROI projet est 4 fois plus élevé quand l'accompagnement du changement est efficace. Voilà, donc si on doit aller effectivement sur les statistiques et du chiffrage, moi c'est ce que je souhaitais vous dire en partant sur la conclusion de ce qui me semble être la dernière slide, pour vous rassurer. Les conditions de réussite du changement, elles sont effectivement aussi, alors je ne vais pas dire RH, parce que je ne suis pas là pour défendre uniquement cette partie-là, elles sont managériales. On revoit Harper Reed là, hein. Ça c'est la photo qu'il a sur son LinkedIn. Elles sont culturelles, donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'environnement, du temps et de la connaissance. Bon, il n'y a pas mieux pour ce faire que de faire du vrai pilotage de projet, mais il faut passer le cran au-dessus du pilotage de projet, il faut faire le pilotage du changement, l'accompagnement du changement. Et vous savez que l'accompagnement du changement s'attache davantage à observer, à accompagner et à évaluer ce que sont les difficultés individuelles, ce que sont les problématiques de talent, ce que sont les problématiques de posture des managers, donc de là toute la présentation que nous a faite Eva tout à l'heure, ce que sont justement les problématiques d'appréhension du sujet par les soft skills. Les compétences techniques, c'est assez facile à acquérir. Moi, je me souviens, quand on mettait en place un ERP en industrie, c'était 18 mois d'accompagnement et c'était globalement quelques journées dans ces 18 mois-là attachées aux réunions de travail pour partager la vision, pour faire de la communication, pour former. Mais ça n'est pas qu'une histoire de formation. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire, les personnes qui mettent en place, qui s'orientent vers l'industrie 4.0, elles doivent faire appel à des spécialistes de l'accompagnement du changement qui comprennent la sociologie des organisations, qui comprennent les comportements organisationnels et qui s'attachent à les faire évoluer. Ça veut dire, dès le départ, associer la majorité des collaborateurs, évidemment en passant par les managers, pour les faire co-construire. Je conclurai là-dessus. Je pense que le 4.0, si on veut aller vers des chiffres
de succès et éviter les chiffres de contre-productivité passe nécessairement par la co-construction. C'est peut-être ce qui fait que les organisations libérées sont assez émergentes dans ce type de transformation organisationnelle. En tous les cas, c'est une vraie question à se poser. Quelle est l'organisation d'aujourd'hui? Quelle sera mon organisation de demain? Et comment j'accompagne tout ça, mais avec ceux qui sont concernés. Merci beaucoup, Laurent. On avait la dernière slide pour dire au revoir.